Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de ce 20h. 4 morts liés au coronavirus annoncés ce matin au Sénégal. Sont 4 nouvelles contaminations. La courbe des infections n'a fini plus de monter. Le ministre de la Santé a fait ce matin le tour de certains centres de traitement épidémiologique où les capacités d'accueil ont été renforcées. Encore des perturbations en vue dans le secteur de la boulangerie. Les acteurs annoncent une grève de 48 heures à compter de ce mardi. Ils demandent à l'État d'appliquer la vérité des prix. Et puis le mal-être des pêcheurs sénégalais en ce moment, confrontés à la raréfaction des produits halieutiques et une maladie mystérieuse en mer. Ils multiplient les manifestations contre les accords de pêche. Un dossier à suivre dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, la situation de la Covid-19 au Sénégal, notre pays qui a enregistré 4 nouveaux décès aujourd'hui. Sur 1328 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, 42 cas contacts et 62 issus de la transmission communautaire. On écoute les explications de Mamadou Gaye pour les détails. Sur 1328 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,83. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 42 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons noté 62 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 5 cas à Matam, 4 à Dakar Plateau, HLM 4, Mariste et Touba. 3 au Mamel, à Saint-Louis et à Rufisque. 2 aux Almadies, à Dara, Fatick, Liberté 6, Mbao, Sicap Baobab. 1 cas à la cité Mixa, Derklé, Fass, Guédiawaye, Kaolack, Keur Massar, Grand Dakar, Grand Yoff, Liberté 1, Liberté 2, Mbour, Mermoz, Niary Tally, Ngor, Ouest Foire, Ouakam, Ourossogui, Point-E, Sacré-Cœur et Sébikotane. 44 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 13 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce vendredi 11 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 061 cas ont été déclarés positifs, dont 16 059 guéris, 349 décédés et donc 588 patients sous traitement. Le directeur de la prévention. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, lui, a fait le tour des centres de traitement épidémiologique à l'image de Fann, d'Idriss Pouye et de Dalal Diam, des CTE qui, nous dit-on, ont augmenté leur capacité d'accueil. Là-dessus, je vous propose de suivre le reportage signé Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, l'État du Sénégal a pris les devants dans les CTE de Dakar. Le ministre de la Santé, avec une forte délégation, a visité les nouvelles installations dans ces centres pour une meilleure prise en charge des malades. Cette tournée, c'est de voir est-ce que le dispositif est bien en place et au point, surtout par rapport au lit de réa et au dispositif d'urgence. Nous avons vu à Fann, à Idrissa Pouye et à Dalal Diam que le dispositif est bien là et en place. Le nombre de décès liés au coronavirus inquiète le ministre de la Santé qui lance une alerte aux populations. On a eu un décollage du nombre de cas. Ça s'est beaucoup accentué hier parce qu'hier on avait 127 cas et aujourd'hui nous en avons 104. Mais la particularité de la journée d'aujourd'hui, c'est le nombre de décès. On a 4 décès aujourd'hui alors que pendant très longtemps on était sur la fourchette un décès, pas de décès du tout, et exceptionnellement 2 décès. Donc il s'est passé aussi, du point de vue de la létalité, quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut en tirer effectivement un certain nombre de leçons pour envoyer un message aux populations de manière générale. Il faut absolument nous mettre dans des conditions confortables de riposte en la matière. Abdoulaye Diouf Sarr, plus que pessimiste, réarme les agents de santé pour une meilleure lutte. À ce niveau-là, les recommandations que nous faisons, c'est des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. Si les choses vont mieux, c'est tant mieux. Mais dans l'état d'esprit, dans la mentalité, il faut toujours se dire, on se prépare pour qu'éventuellement qu'on puisse prendre en charge une augmentation des cas. À l'hôpital Fann, les autorités commencent l'extension du CTE. À l'hôpital Idrissa Pouye, c'est le même constat. Et à Dalal Jamm, le système a été réactivé avec de nouveaux matériels et un personnel motivé. Faraning à l'université Iba Der Thiam de Thiès veut barrer la route à la Covid-19. Des séances de communication sont organisées par le Centre des œuvres universitaires de Thiès de concert avec les étudiants. Un dispositif de riposte donc est mis en place pour préserver l'établissement. Cher Anta Diop, c'est la tire. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès a rencontré les étudiants pour exposer son dispositif de riposte au Covid-19. Au niveau des universités, nous sommes particulièrement sensibles, vu le nombre d'étudiants qu'il y a, que nous devons être à l'avant-garde de ce combat-là pour sensibiliser les étudiants, parler avec eux et pour leur dire que la pandémie est toujours là et que nous devons être vigilants jusqu'à la fin de cette pandémie. Nous allons mettre entre les mains des alcoogels, des masques et sensibiliser sur les mesures barrières. Nous avons aussi un centre on ne le souhaite pas, ou au cas où un étudiant tombe malade ou un personnel administratif technique et de services, il pourra être interné là-bas. À en croire le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès, les défis sont énormes. Vous savez, comme le corona atteint même les chefs d'État, nous prions Dieu pour qu'il nous épargne cette maladie. Thiès est presque exempt du point de vue concernant les étudiants. Des mesures de prévention vivement saluées par les étudiants. Nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. Le pays est contraint à respecter ces mesures-là et cela ne demande pas moins chez les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès. En plein cœur de toutes difficultés se cache une possibilité et les étudiants ont bien compris cette boutade. Pour eux, ils vont tout faire pour contribuer au rayonnement de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Je vous l'ai annoncé dans les titres de ce 20h, les boulangers qui se radicalisent dans leur combat. Ils vont décréter 48 heures de grève ce mardi. Ils exigent à l'État d'appliquer ce qu'il appelle la vérité des prix. Ils ont fait face à la presse ce matin. Leur porte-parole qui en parle au micro d'Abib Faye et Modou Diop. Du prix du pain de 0,95, ce qui veut dire que le pain aujourd'hui vendu à 150 francs devrait être vendu à 175 francs. L'État, au lieu d'appliquer la vérité des prix, nous a enrôlés sur une structure de 200 francs qu'on appelle le 4e format. On veut l'augmentation du prix du pain ou la baisse du prix du sac de farine à 175 francs parce que l'État, avec ses agents assermentés, il a trouvé ça sur le terrain. Le prix du sac de la farine aujourd'hui, c'est à 17 300. Il devrait être vendu à 13 000 francs. C'est une plateforme vraiment qui n'a pas son sens. Aujourd'hui, on est en train d'assainir un secteur. Diamond est en train de faire d'aller à contre-courant. Parce que vraiment, on ne peut pas enrayer, on ne peut pas enlever les livreurs et ensuite créer d'autres livreurs. À présent dans le sud du pays avec le président du syndicat du tourisme en Casamance qui dénonce le prélèvement du sable marin sur les côtes de Diembéring. Augustin Diatta interpelle le ministre de l'Environnement et des Mines. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nous avons eu des gros problèmes, des sérieux problèmes. Au moment où je vous parle, il y a une société sur place qui est en train de prélever le sable de dune à Diembéring pour les vendre. Nous ne comprenons pas et nous avons essayé de faire une investigation pour savoir quelles sont les motivations ou s'ils ont des autorisations pour faire ça. Parce que la population n'est pas d'accord avec cette activité.
Nous étions partis à l'environnement. Ils disent qu'ils n'ont pas en cette conformité. Il n'y a pas d'audience publique qui permet pour l'étude environnementale et ils n'ont pas un document signé par le ministère de l'Environnement. Nous avons été au service régional des mines. Même chose, ils disent qu'ils n'ont pas reçu une licence signée par le ministère des mines qui les autorise à extraire les dunes de sable. La gouvernance n'a pas reçu aussi cette licence. Donc aujourd'hui, nous savons pourquoi, nous voulons savoir pourquoi ces gens continuent, au moment où je parle, d'envoyer les camions pour détruire les dunes de sable à Djembérin. Et nous avons porté l'affaire en justice et nous demandons aujourd'hui à ce que le ministre de l'Environnement et le ministre des Mines viennent ici en Casamance nous dire la vérité. Que deux personnes, un Français et une Sénégalaise, qui viennent faire ce qu'ils veulent. Non. L'ambassadeur de la France vient la semaine prochaine à Djembérin, nous allons l'interpeller sur cette situation. Ce dossier qu'on vous propose à présent sur les difficultés que vivent les pêcheurs en ce moment entre maladies mystérieuses, raréfaction des produits halieutiques, certains n'ont pu se réserver de manifester parfois violemment contre les contrats de pêche entre l'État et l'Union européenne. Salif Sow, Asmalik Diop. L'appel du muezzin Thiaroye-sur-Mer se réveille avec des prières. Un à un, les habitants de ce village lébou se faufilent dans les ruelles, dans le noir, le calme. La plage, la vie commence à reprendre son cours. Les activités sont presque à l'arrêt ces temps-ci. Nous ne sommes pas partis en mer ces derniers jours. Tout est au calme ici et personne ne s'active parce qu'il n'y a pas de poissons en mer. À ces heures-ci, il y avait souvent du poisson, mais nos ressources sont pillées par les grands bateaux étrangers. Notre activité est réduite. Ce qui n'est pas sans conséquence dans le quotidien de leurs familles respectives. Chez la vendeuse de petits déjeuners, les prêts se multiplient. Notre commerce dépend de la bonne marche de l'activité des pêcheurs, mais puisqu'ils s'en sortent difficilement, et parfois c'est nous qui leur donnons à manger, alors qu'ils n'ont pas de quoi payer. Les temps sont durs, tellement durs que la place de 3 habiteurs repas quotidiens, ils en prennent maximum 2 par jour. On ne trouve plus de quoi remplir nos paniers. Faire ses emplettes au marché est un véritable cauchemar. Et pourtant, on se lève très tôt le matin pour y aller, mais on trouve. Mais on rentre les mains vides. 3 heures dina jot dina naaje. Ici se retrouvent presque tous les habitants de la ruelle. Lui, un capitaine de pirogue en chômage technique, traverse les eaux troublantes de sa carrière. Nous vivons des moments difficiles. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pêcheurs s'adonnent à l'émigration clandestine, à la recherche d'une vie meilleure. À mes 50 ans et plus, je n'hésiterai pas à prendre les pirogues avec tous les risques. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus au quai de pêche. Ces pêcheurs, après plusieurs heures passées en haute mer, débarquent le cœur meurtri. Nous vendons à bas prix et nous n'avons pas le choix. À cause des navires étrangers, la pêche n'est plus rentable. Les activités annexes se noient dans cette crise. La raréfaction des produits halieutiques. Il y a un déficit de poissons en mer, une situation due à la présence de navires au large de Dakar. Les accords de pêche ne font qu'anéantir notre secteur. gaal dañ daan yebbi ba midi ba 5 heures gaal dañ ko daan yebbi jël du jeex dañ daan yebbi ba ay minuit sax ci guddi jën bi daawul jeex mais fi mu nekk nii bateau chinois yi depuis ba duggee si géej gi ba léegi si dara gaay matuñ kaa am. En plus de la signature des contrats de pêche polémiques avec l'Union européenne, la maladie des pêcheurs reste un mystère.
Les autorités n'arrivent toujours pas à dire à l'opinion de quoi dont il s'agit presque un mois après son apparition. Les recherches sont toujours en cours. Avance-t-elle, les lésions ont attaqué plus de 1000 pêcheurs revenus de mer. Merci à vous, Salif Sow et Asmalik Diop. Autre aspect de l'actualité, le mouvement national des arabophones qui tape du poing sur la table, l'enseignement arabe donc qui traîne. Il dénonce le traitement réservé aux diplômés arabes qui ont du mal à bénéficier de formations professionnelles avec leur diplôme. Après Touba, Kafrine et Yamal, ils ont rencontré le khadif général de Medina Baye qui a promis de les soutenir. Ibrahim Diamé Faligay pour plus de détails. Une séance d'explication avec le khalife général de Medina Baye qui les a reçus à son domicile. Pendant presque près d'une heure, la délégation s'est entretenue avec le guide religieux pour lui faire part de ses préoccupations et du traitement réservé aux diplômés de l'enseignement arabe au Sénégal. Les arabisants estiment qu'ils sont laissés en rade dans la formation professionnelle. Nous avons constaté, plus de 60 ans après, que cet enseignement-là reste à l'état. Les arabophones de ce pays vivent des situations extrêmement difficiles malgré les initiatives prises par le président de la République en 2013, à savoir l'instauration du baccalauréat arabe. Les arabophones continuent à vivre dans ce pays comme des citoyens de second degré. Le diplômé arabophone, aujourd'hui, constitue le plus grand nombre de chômeurs dans ce pays. Parce qu'ils ne bénéficient d'aucune formation après leur sortie d'université. Les universités arabo-islamiques du pays et de l'étranger, jusqu'à présent, ne forment que des littéraires. Les arabisants interpellent ainsi le gouvernement pour une réforme du système qui puisse intégrer les diplômés arabes de façon inclusive et appellent par la même occasion leurs camarades à la mobilisation. Nous étions la semaine dernière à Touba, nous avons été à Kafrine et à Djamal. Aujourd'hui nous sommes à Medina Baye. Nous allons continuer la sensibilisation pour que d'ici 3 mois, tous les arabes se retrouvent à Dakar au cours d'un congrès pour la mise en place de cette structure qui nous permettra de faire face à nos difficultés. Au cours des échanges avec le guide religieux qui a salué l'initiative qui du reste selon lui n'est pas une grande première. Cependant, Cheikh Maïas qui les a encouragés d'y être prêts à les soutenir et à les accompagner afin que leur combat ait un écho favorable auprès des plus hautes autorités. 64 feux de brousse pour une superficie de plus de 3000 hectares de tapis herbacés brûlés sur le bilan des feux de brousse de la campagne 2020 à Vélingara. Une situation qui inquiète les éleveurs et vu l'ampleur des dégâts, les projets et programmes et les collectivités territoriales sont invités à mieux s'impliquer dans la lutte contre les feux de brousse. On voit cela dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Vélingara est le département de la région de Kolda qui a enregistré le plus grand nombre de cas de feux de brousse lors de la précédente campagne. 64 cas y ont été dénombrés pour une superficie de 3341 hectares de biomasse brûlée. Pour la campagne passée, on a 3341 hectares brûlés. Nous avons constaté que les superficies brûlées pour la campagne 2020 a été plus importante que les précédentes campagnes. Bon, en général, les causes de feux de brousse sont anthropiques, c'est-à-dire que ça vient de la main de l'homme. En général, c'est ceux qui cherchent le miel. Il y a les charbonniers qui mettent aussi le feu, de façon par inadvertance ou volontairement. Mais également, il y a ceux qui font la recherche du miel, qui font également le feu. Les agriculteurs aussi qui nettoient leurs champs peuvent aussi également mettre le feu. Les transhumants mettent le feu, mais aussi les fumeurs aussi inconscients peuvent. Ce qui a fait l'objet d'une réunion du comité départemental de développement à Vélingara pour essayer d'infléchir la tendance. L'objectif qui est visé, c'est d'amener en tout cas les différents acteurs, ceux qui utilisent la forêt, et soit qui ont un intérêt direct ou indirect, de en tout cas vouloir davantage préserver, n'est-ce pas, ces forêts-là, en quoi faisant, en luttant contre les feux de brousse, qui malheureusement ne cessent d'accroître. Ces feux de brousse détruisent tout le tapis herbacé sur leur passage, laissant les éleveurs et leur bétail dans l'angoisse.
Et la paille de brousse, les pâturages, constituent la principale réserve alimentaire pour les animaux. Donc s'il y a des feux de brousse, forcément, ça va impacter négativement sur, en tout cas sur le déficit, ça va impacter négativement sur l'alimentation des animaux d'une façon générale. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, la constitution également des réserves fourragères peut nous permettre de lutter contre les feux de brousse. Donc, parmi les participants à la dite rencontre, on déplorait l'absence de la main des projets et programmes et les collectivités territoriales dans la lutte contre les feux. D'autres ont suggéré la création d'une brigade spéciale et équipée destinée à combattre les feux de brousse et l'application de la loi sur les auteurs des feux de brousse. Il y a le retour à Dakar, la Kenyane Mama Nina Kenyatta, lauréate du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Le chef de l'État du Sénégal, qui a présidé la cérémonie, pense que la résolution de la question du terrorisme et la gestion des ressources naturelles doivent passer par le dialogue. Youssou N'Dour, qui était présent à la cérémonie, a également magnifié le leadership du président de la République du Sénégal. On voit cela dans cet élément signé Cheikh Diop. L'édition du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique a vécu un moment solennel qui a regroupé plusieurs autorités du Sénégal et d'Afrique. L'importance du dialogue au cœur des discussions. Le Sénégal a toujours été un exemple. Le dialogue, pour moi, ce n'est pas une question de politique politicienne. C'est une question de réalisme. Pour peu que l'on soit conscient sur les défis qui nous guettent. Nous sommes aujourd'hui face à un péril terroriste en Afrique, partout d'ailleurs en Afrique, mais particulièrement dans la région du Sahel, et c'est aux portes du Sénégal. Nous avons le péril également de la gestion des ressources naturelles, qui nécessite une stabilité. Alors pourquoi nous ne devons pas être ensemble pour conduire ensemble les destinées de notre pays? Voilà le sens de cette conciliation. L'artiste Youssou N'Dour salue le leadership du chef de l'État et son ouverture. Il est convaincu qu'avec les défis de l'heure, le dialogue reste une exigence. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est très difficile. Tous les pays se referment. Tous les pays se referment, même dans les mêmes pays, les gens se referment. Si on ne dialogue pas, on ne peut pas avancer. Donc, ce prix, il est important pour l'Afrique. Il est important pour l'Afrique pour qu'on puisse parler d'une seule et même voix, porter notre message au reste du monde et au-delà même de l'Afrique, amener une contribution sur la paix dans le monde. Plus loin, le ministre conseiller du président Sall magnifie la bravoure des femmes et plaide pour que ce prix soit attribué chaque année à partir de Dakar. Au Kenya, ce pays que nous aimons bien, que ce pays qui symbolise énormément de choses pour l'Afrique, qui a failli basculer, une femme a fait ce qu'elle devait faire, ce que les femmes font jour et nuit. Et c'est pour cela, aujourd'hui, avec cette situation mondiale, africaine, nous nous retrouvons à Dakar. C'est tout un symbole que, à partir de Dakar, comme on le dit, à partir de Oslo ou à partir de Stockholm ou ailleurs, qu'on descende des prix. Je voulais demander ici solennellement, dans la mesure du possible, que ce prix reste à Dakar. Trouvaille du Suride, la lauréate 2019 et l'ancienne première dame du Kenya. Le prix est accompagné d'une enveloppe de 50 000 €. Football à présent avec le président du Casa Sport qui est contre la mesure d'interdiction de pratique du sport. Il pense que cette interdiction du ministre de l'Intérieur va mener tout droit les clubs sénégalais vers la faillite. Je vous propose de le suivre dans cet élément signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. La réaction du président du Casa Sport n'a pas tardé après la publication du communiqué du ministre de l'Intérieur rappelant entre autres l'interdiction des rassemblements dans les terrains de sport. Seydou Sané estime que cela équivaut pour eux à mettre la clé sous le paillasson, sans compter la perte de chance pour certains joueurs du Casa Sport, le Casa Sport qui est déjà en stage de préparation en Gambie. On ne saurait croire aujourd'hui que le sport au Sénégal serait arrêté. On ne peut pas y croire parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, beaucoup de clubs ont commencé à préparer le championnat. Même s'il faut laisser seulement les joueurs, les 22 acteurs, nous sommes prêts, pourvu que les jeunes soient compétitifs, pour que demain,
que le pré-contrat qui a été signé puisse être mis en valeur. Mais sinon, s'il n'y a pas de championnat, imaginez tous ces milliers de jeunes qui sont dans le basket, qui sont dans le football, qui sont dans le handball. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Aujourd'hui, le sport est un métier. Nous avons des entreprises sportives. Donc c'est comme si aujourd'hui on fermait une entreprise économique, de la même manière que l'entreprise sportive. Le président du Casa Sport a toutefois apprécié le fait que pour la première fois depuis notre indépendance nationale, le budget du ministère du Sport dépasse les 30 milliards de francs CFA et que l'État est projeté de réfectionner le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, que le budget du ministère des Sports dépasse 30 milliards. Ça, c'est une première depuis les indépendances. Et ça, il faut le mentionner, remercier le chef de l'État qui s'est engagé résolument à développer le sport au niveau du Sénégal. Au-delà de ce budget aussi, se féliciter de la réhabilitation des stades, dont le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, qui va être réhabilité et qui va être aux normes d'un stade compétitif. Quoi qu'il en soit, l'équipe senior de football du Casa Sport n'a pas interrompu son stage de préparation en Gambie. Merci à vous, Boubacar Diassi. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.